Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ici. On va parler d'un sujet qui, a priori, va intéresser pas mal d'entrepreneurs qui se posent la question de la croissance, du recrutement. Un sujet RH, on va parler de l'expérience au travail et de la marque employeur. Je me présente, je m'appelle Seb de la Vison. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis le fondateur d'une start-up de l'immobilier qui s'appelle Solustone. Et notre mission chez Solustone, c'est d'offrir une alternative au financement à des propriétaires qui n'ont plus accès au financement. Jérémy, ravi de t'accueillir. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous, à Lyon, dans notre petit temple à nous de l'innovation, H7. On va passer 45 minutes à parler de toi, de Welcome. Je te propose qu'on le fasse en 3 temps. Un premier temps sur la genèse de Welcome. On va parler ensuite du développement, de tes clients, du modèle économique de la boîte. Et la dernière partie qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le recrutement, la culture d'entreprise. Et on va la regarder du prisme Welcome. C'est hyper intéressant de voir ce que Welcome a mis en place. Pour commencer, je te propose de te présenter et de nous dire quelques mots sur Welcome. Ouais, merci. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici, de vous partager ces sujets, je pense, qui nous sont chers chez Welcome. Je suis Jérémy, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Parce que tu as présenté comme ça. Et on a démarré le projet Welcome il y a 7 ans. Sur un principe assez simple, avec mon meilleur ami Bertrand, on voulait entreprendre ensemble. C'était la première motivation. La seconde, c'était de faire un projet qui nous tenait à cœur et qui nous disait que peut-être que pendant 15-20 ans, on aurait envie de se lever le matin et de s'y intéresser. Et assez vite, en fait, sur ce thème, il y a un sujet qui est arrivé, qui était le travail. Certainement une des plus grosses priorités dans nos vies. Certainement un sujet où on est le plus souvent mécontent. Il y a certainement quelque chose à faire pour repenser cette expérience de travail. Et on est parti de ce postulat. Et sans beaucoup de préparation, on a démarré Welcome comme ça. Ouais, tu fais une comparaison souvent quand tu parles de Welcome et de l'idée sur plein de choses qui existaient. Côté pour voyager, trouver un hôtel, trouver une chambre, même rencontrer quelqu'un. Mais fondamentalement, il n'y avait rien sur l'expérience du recrutement en fait. Non, ouais, c'était un peu le paradoxe. D'ailleurs, je pense que ce paradoxe, on le vit encore ensemble, c'est que pour trouver un hôtel, un restaurant à l'autre bout du monde, tu as des trucs super. Pour trouver ta future femme ou ton futur mari, ou parfois quelque chose d'un peu moins solide, tu as tout ce qu'il faut aussi. Et pour trouver un job, tu as peut-être une des expériences les plus anxiogènes qui soit sur Internet. Et je ne suis pas sûr que scroller des listes de jobs infinies, sans vraiment de contexte, était utile. Et donc, première question qu'on s'est posée, si on veut se poser la question de repenser un peu l'expérience de travail, commençons par le commencement. Le commencement, c'est trouver le bon job dans la bonne boîte pour soi. Sujet qui est extrêmement compliqué parce qu'en plus, c'est complètement différent du voisin. Et en fait, pour ça, on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter de l'information, apporter peut-être plus de contextualisation aussi, parce qu'un job, c'est pas qu'une fiche de poste, hein, c'est aussi un cadre de travail, des gens, une vision d'entreprise, comment les gens en parlent, toute cette information-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on avait interviewé 1500 étudiants avant de commencer Welcome pour leur demander un peu ce que ce serait leur expérience de recherche rêvée. Je ne sais pas d'ailleurs si au bout de 7 ans, on a toujours répondu à cette question, mais en tout cas, on avait pas mal d'éléments de réponse. Et du coup, on a essayé de construire l'expérience que moi, par exemple, j'aurais aimé avoir quand j'ai cherché du boulot au début, comme en fait nos proches auraient aimé trouver du boulot. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Tu as parlé de Bertrand en ouverture. Et là, je vais parler du 0 to 1 plus que du sujet recrutement. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'association avec Bertrand, comment vous êtes rencontrés, comment comment vous avez su que vous vouliez monter un truc ensemble, parce que souvent dans une histoire, à l'origine, il y a des bonhommes, deux bonhommes, et c'est aussi un des facteurs clés de succès. Ouais, ça fait un peu vieux couple, dit comme ça. Nous, on s'est rencontrés. Moi, j'étais en cours avec sa femme. On s'est rencontrés comme ça. On était honnêtement pas très potes au début, mais par contre, en fait, souvent à des soirées entre copains, en fin de soirée, on était dans un coin de table. On se disait, tiens, ce serait sympa de monter un truc. Toi, tu as envie de monter un truc? Ah, super, moi aussi. Bon, au bout d'un an, on a compris que peut-être qu'il fallait se poser la question de éventuellement le faire ensemble. Et en fait, moi, mon associé Bertrand, à la base, était compositeur de musique, donc pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait. Il a lentement, en fait, il avait envie de lentement aller vers la prod vidéo. Bon, promis, il y aura un lien à la fin. Hein, Et donc, il avait envie de monter une petite boîte de prod. Et je lui ai dit,
du haut de mon incompétence flagrante dans tout ça, je lui ai proposé de le faire avec lui. Donc on a monté une petite boîte de prod qui a été une catastrophe absolue, puisqu'on avait quelques clients qu'on facturait, je pense, 500 € pour un truc qui nous coûtait 5000 €. Enfin bref, la base, quoi. Mais en tout cas, donc ça a été un désastre. Mais par contre, au bout d'un an, on s'est dit, bah tiens, c'est marrant parce que pourquoi on continue ce désastre? Parce qu'on aime bien travailler ensemble. On avait validé en tout cas l'idée de travailler ensemble. On avait des profils assez complémentaires. Et on s'est dit, bah tiens, si un jour on veut vraiment avoir une idée qui nous porte, eh ben, on pourra le faire en sorte. Voilà, moi à ce moment-là aussi, on était plus mûrs pour le faire. L'idée de Welcome est venue. Moi, c'était un sujet qui me portait énormément. Du coup, je vais vous proposer d'ailleurs de faire Welcome ensemble. Pour aussi l'autre petite histoire, il a trouvé ça très nul. Il m'a dit, bah en fait, écoute, franchement, la marque employeur, ça me passionne pas, mais le faire ensemble, ça m'intéresse. Et du coup, on a démarré comme ça. Et oui, je pense que l'association, elle est clé. Je pense que c'est tellement dur de faire un bout de chemin ensemble que si tu pars mal, les chances de succès, elles sont faibles. Je pense qu'aussi, nous, on avait la chance d'être sur des sujets complètement différents. On n'a jamais eu de problème de complémentarité, à aucun moment. Donc c'est très légitime quand l'un prend une décision sur un sujet ou l'autre. Oui, donc le fait de valider aussi cette association, d'avoir pu tester quelque chose ensemble aussi avant, qui a été important. Ouais. Alors tu parlais de quand tu l'as annoncé, enfin quand tu l'as présenté pour la première fois l'idée de Welcome, donc là on est quoi, fin 2014 ? Oui, exactement. Ouais, a priori il l'a pas trop compris. C'est loin. Ouais, c'est loin. Ouais. A priori il n'a pas trop compris ou trop vu l'intérêt. Bah, en fait, il faut se mettre dans le contexte. Je pense que quand tu parles, en fait, nous on porte un sujet. Notre sujet, je pense, de fond, c'est de voir comment on peut repenser l'expérience de travail. Donc le problème, c'est qu'on voulait créer une boîte sur un sujet dont on n'était pas sûr du tout de trouver une réponse. Et d'ailleurs, au bout de 7 ans, c'est peut-être d'ailleurs toujours pas le cas. Mais par contre, le chemin et ce qu'on essaie de développer autour, ça, c'est quelque chose qui nous portait. Donc il fallait partager un peu cette conviction. Honnêtement, la marque employeur comme concept, est-ce que c'est le truc qui donne envie aux gens tout de suite de se dire « Ah putain, je vais rejoindre ce projet, c'est sûr ». Dans un contexte en plus où en 2015, je pense que c'était pas si cool de rejoindre une start-up. Enfin, il y avait un écosystème qui n'était pas si développé que ça. Ma mère me trouvait que c'était l'idée la plus con du monde. Et la plupart de mes potes étaient pas loin de le penser. Donc voilà, on baignait pas dans l'optimisme et dans tout ça. Et c'était un concept qui était assez flou, que peu de gens comprenaient. Les premières boîtes à qui on en a parlé nous disaient bon, vous êtes sympa, mais moi ce que je veux c'est recruter des gens. Et d'ailleurs, je m'en fous de savoir ce qu'ils veulent. Je mets mes offres et j'attends. Enfin, on était dans un contexte qui est très différent d'aujourd'hui, où on parle de guerre de talent, on parle de ce genre de choses. C'était pas exactement le concept de départ. Donc on a mis un peu du temps à s'auto-convaincre de ça. Et ensuite à démarrer. On commence par où du coup quand personne n'est convaincu par ce qu'on fait? Surtout qu'en plus de ça, alors je me permets de te citer, mais j'ai entendu ça sur un de tes podcasts, dans la tête d'un CEO. Tu dis, avec Bertrand, nous sommes rentrés par le biais de la naïveté. Et si j'ai bien compris, c'est pas de business plan, pas d'étude de marché. Vous aviez envie de tester un truc et vous l'avez fait? Ouais, ça me paraît vraiment débile a posteriori. Donc du coup, maintenant, je le dis moins parce que. Mais c'est vrai qu'en fait, en tout cas, moi perso, je trouvais que le sujet était suffisamment intéressant pour y consacrer tout mon temps. Et donc je me disais, au pire, je vais passer 2 ans à... Déjà, j'avais eu la chance, rappelons-le, c'est que j'avais eu la chance aussi que ma boîte dans laquelle je travaillais avant me permette d'avoir une rupture conventionnelle. Donc j'avais 2 ans devant moi pour développer ça. Je pense que c'est pas un sujet anecdote, enfin c'est pas une anecdote. Et donc ça te permet aussi de te dire, en fait, je vais y consacrer du temps. Et ensuite, oui, tout le monde trouvait ça nul, mais vraiment. Et tous mes potes trouvaient ça nul. Ma mère se demandait toujours pourquoi je n'allais pas travailler chez AXA, parce que c'était la boîte de ses rêves. Surtout que tu avais un bon job avant. Et oui, avant, je connaissais un peu son environnement, je travaillais en fonds d'investissement. Mais par contre, en fait, je pense qu'on a persévéré par naïveté, parce que comme en fait, on n'a pas trop fait d'études de marché en avance, ce qui était une connerie. On n'a pas vu qu'il y avait d'autres boîtes qui existaient dans le monde, et donc on ne s'est pas dit qu'on était déjà en retard de plusieurs années. On n'avait pas fait trop d'études de taille de marché, et donc on n'a pas vu que la marque employeur, c'était un mini truc dont tout le monde s'en foutait en 2015. Et donc du coup, on s'attaquait à un truc qui était mini. Et donc ça, je pense que ça nous a permis de tenir. Parce qu'en fait, on croyait en ce qu'on faisait sans se dire que finalement, ça allait pas le faire. Parce que dans l'histoire de Welcome, nous, on a mis quand même 1 an à avoir notre premier client payant.
Pour l'anecdote, ils payaient vraiment pas grand-chose. Et même, hein, personnellement, on a mis quand même 3 ans d'ailleurs à avoir un premier revenu perso. Donc je pense qu'il faut aussi un peu de conviction pour avancer au démarrage. Et d'ailleurs, je pense aussi que seul, moi, je n'aurais pas été forcément au bout de ces 3 premières années. Tu disais 1 an pour le premier client payant. Si tu revenais un petit peu sur cette partie-là du départ, comment vous avez trouvé vos premiers clients et à quel moment est-ce que ça s'est débloqué? Ouais, en fait, on a mis en ligne je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu. On a mis en ligne Welcome to the Jungle en janvier, le 16 janvier 2015, je m'en souviens encore. Et j'avais un peu ce côté, je ne sais pas si tu vois cette scène dans La Vérité si je mens 2, où ils mettent en ligne le site et les commandes arrivent. Moi, j'avais un peu ça. Voilà, j'avoue. Et du coup et du coup, c'est magnifique parce que tu mets en ligne et il ne se passe rien. Et le lendemain, il ne se passe rien et ton téléphone ne sonne pas. J'avais mis mon numéro de téléphone sur le site, je m'en souviens très bien. Et du coup, il sonne le lendemain quand même. Et c'était, toi, c'était du spam. Et du coup, il s'est rien passé quand même les premiers mois. Mais par contre, en fait, nous, on voulait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et en plus, moi, c'était un moment où j'ai eu mon premier enfant, donc je sais pas. J'ai été dans une sorte de dynamique où je me dis, putain, mais merde, toi, tu peux pas être celui qui fout rien. Toi, maintenant, tu as un enfant. Donc, on avait une sorte de motivation là-dessus. Et en fait, on a commencé à rencontrer des boîtes, à leur présenter ce qu'on voulait. On leur a proposé d'être sur Welcome gratuitement. Et donc, on a eu 2-3 premières boîtes comme ça, mais un peu par hasard. Tous mes copains qui bossaient dans des boîtes ou qui avaient créé une boîte, qui m'avaient dit, t'inquiète pas, on se mettra sur Welcome, l'ont pas fait. J'ai fait bon d'accord, sympa. Et donc voilà. Et après on a eu quelques rencontres qui nous ont dit bah ok, écoute, parce qu'en fait le problème de Welcome, c'est que vous devez y consacrer du temps en tant que client. Voilà, vous devez être ok pour que des gens viennent faire du contenu chez vous, prennent un peu de temps. Et à l'époque c'était en fait nous remettre des offres d'emploi, point. On ne veut pas consacrer du temps à ce que vous nous proposez. Donc c'était ça notre barrière à l'entrée. Voilà. Et après on a eu 2-3 premières personnes que j'adore du coup maintenant parce que c'est celles qui nous ont permis. Et en fait, on leur a demandé juste un truc, c'est on vous fait tout ça et on vous offre le contenu. Par contre, le seul truc que vous nous faisiez, c'est que vous me mettez en contact avec 3 amis à vous qui ont des boîtes et qui pourraient être intéressés par ça. Donc je sortais toujours de tournage, parce qu'avec Bertrand, c'est tout, hein, tous les tournages, nous-mêmes, et on sortait du truc. Par contre, j'avais toujours 3 mails qui étaient partis. Ouais, a priori, Voilà. 3 beaux mails, mais même il y a eu des belles intros, mais même avant ça, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as fait du porte-à-porte, tu as identifié la rue sur laquelle il fallait être pour trouver les startups, qui étaient ta cible au départ. C'est mon seul acte de bravoure de business, je pense. Et en fait, à Paris, comme plein d'endroits, j'imagine qu'il y a ça dans toutes les grandes villes. À Paris, vous avez la rue du Sentier. D'un point de vue économique, c'est magnifique, hein, parce que toutes les startups lèvent de l'argent et du coup, hop, vont dans cette rue pour dépenser un max, puisque le prix au mètre carré est bien significatif. En tout cas, il y a toutes les startups qui sont dans cette rue-là. Donc ouais, nous, au début, on a fait moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'allais à chaque rue, je sonnais. J'avais noté les noms, donc je disais bah tiens, on vient de faire le tournage chez Abetesti, c'est votre voisin, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse le tournage chez vous? Et ça marchait assez bien, c'était assez pénible. Je pense que c'est un moment aussi où en fait on est au bon endroit et on est au bon niveau d'ego, quoi, c'est-à-dire très minime. Et en même temps, c'est aussi comme ça que tu rencontres des gens et que tu te crées un peu la carapace. Et d'ailleurs, c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire, parce que comme ça, on a rencontré Alix, d'ailleurs, qui est devenue une amie, qui a créé Abetesti, chez qui on a fait un tournage, qui était très sympa, qui me dit bon, on va le faire, toi, parce que vous avez l'air sympa, vous avez l'air de galérer quand même. Ça me rappelle elle. Et d'ailleurs, elle m'avait fait 3 intros, je m'en souviens toujours. Elle m'avait introduit chez My Little Paris, Criteo et Blablacar. Pas des petites boîtes. Qui étaient les 3 boîtes vraiment qui existaient, je pense, en 2015 dans la tech, le web. Et on a fait ces profils, on les a mis en ligne. Et la semaine suivante, c'est la première fois en 8 mois de l'histoire de Welcome qu'on a une boîte qui nous a contactés pour nous dire bah tiens, on a vu ça, c'est intéressant. Voilà. Et je pense que c'était, il y a des éléments un peu fondateurs, je pense, dans l'histoire de boîte. Nous, ça a été un élément assez fondateur. C'est assez rapide, 6 mois. Ça n'a pas l'air rapide quand tu les vis, mais surtout si c'est pour finir sur son site avec Criteo, Blablacar et My Little Paris. Ouais, après, si on est honnête, je me souviens chez Criteo, je ne sais pas si Criteo était au courant qu'on faisait le tournage chez Criteo, mais bon, en tout cas, en fait, je pense que parfois, mettre un pied dans la porte, c'est le petit début qui va vous faire du bien aussi.
Et je pense que c'est aussi un élément de réassurance. Voilà, c'est aussi à ce moment-là où nous, on a cherché à renforcer l'équipe. On a 2 personnes qui nous ont rejoints, qui sont devenues nos associés sur la partie tech, sur la partie business. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a fait aussi tout ça. Mais c'est aussi, les clients, c'est autre chose que du chiffre d'affaires. C'est aussi donner de la conviction à d'autres personnes de vous rejoindre parce que vous avez un démarrage, un début de quelque chose et que la conviction que vous portez sur votre produit, elle commence à être un minima partagée par d'autres parce que vous êtes toujours convaincu. A priori. Et puis en plus, être convaincu de son produit, c'est un peu être convaincu de soi-même. Donc, est-ce que c'est très sain? Je ne sais pas. Mais c'est aussi des premiers signes de réassurance. Et oui, c'était l'été 2015 et ça a été un gros shift. Et côté client, vous êtes toujours très, très orienté startup? Non, aujourd'hui, on a, je pense, à peu près 5000 entreprises sur Welcome to the Jungle. On a tout type d'entreprises. C'est vrai qu'en fait, je pense qu'historiquement, on était très connus dans la tech, parce qu'on a la plupart on a une grosse partie d'entreprises tech, entre, on va dire, quelques personnes et 500 personnes. Je pense qu'une majorité sont sur Welcome to the Jungle. Mais aujourd'hui, dans plein d'autres secteurs, tech, ouais, mais je sais pas, luxe, retail, banque, assurance. Parce que finalement, notre vocation, ça a toujours été d'être généraliste. La vocation de Welcome, elle est axée sur le candidat. Et nous, ce qu'on veut, c'est offrir une vision exhaustive du marché de l'emploi. Et je pense que peut-être dans certains cercles dans lesquels on est, on pense que tout le monde veut bosser dans une start-up. C'est absolument faux. D'ailleurs, les chiffres le démontrent que c'est plutôt l'inverse. Et donc nous, on voulait montrer cette réalité. C'était extrêmement important de le faire. Et d'ailleurs, on a eu des premiers clients grands comptes assez vite, dès début 2016. Et qui justement voulaient s'inscrire aussi dans cette démarche. Parce que notre démarche, c'est aussi d'apporter plus de transparence et d'ouverture sur ce qu'est l'entreprise. Et c'est clairement quelque chose qu'ils devaient faire. Tu viens de parler de transparence. Tu dis souvent qu'il faut être transparent dans sa com de recrutement, voire même clivant. Pourquoi? Je pense que la transparence, c'est pas mal déjà en principe fondateur, donc j'imagine que ça s'applique à plein de choses. Je ne sais pas combien de personnes ici sont responsables du recrutement dans leur entreprise, ou en tout cas s'occupent de ça. J'imagine que vous êtes un certain nombre. Déjà, il y a un point de vue très pratique et pragmatique. Quand vous passez autant de temps à construire votre process de recrutement et que vous rencontrez des gens qui eux aussi ont fait le déplacement et ont fait l'effort d'eux, c'est quand même complètement con de perdre autant de temps si vous n'avez pas été transparent sur la réalité du job en question. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Après l'entretien, elle ne va pas continuer. Et le pire du pire, c'est que vous n'avez pas été transparent sur la réalité concrète du job et de l'entreprise. La personne arrive, et 3 mois après, elle s'en va. Et donc là, on sait tous à quel point c'est une perte de temps et d'ailleurs financière colossale. Vous avez des retours de candidats qui vous disent, de temps en temps, ils sont allés chez un client Oui, ça arrive, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et après, je pense que notre rôle, nous, pour être aussi clair, on ne peut pas être le garant à 100% des entreprises et des annonces qui sont sur Welcome to the Jungle. En ce moment, je crois qu'il y en a 70 000. Donc, ce n'est pas le cas. Mais par contre, en tout cas, si on a des retours, oui, on peut aussi être le relais de cette information-là parce qu'il y a aussi plein d'entreprises qui ont du mal à gérer ce sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même dommage de perdre du temps. Enfin, un peu, c'est con, mais c'est comme si vous rencontrez quelqu'un sur Internet, vous allez au rendez-vous. Si la personne en face, elle ressemble pas trop à la photo de profil, il y a une déception, quoi, toi. Et tu vas gentiment. Enfin, je sais même pas si d'ailleurs tu vas t'asseoir à la table. Bah, c'est un peu le même sujet. En tout cas, je trouve ça difficile de construire une relation de confiance qui est censée durer dans le temps sur un postulat de départ qui est pas le bon. Et ensuite, sur le clivage, je pense que globalement, il y a une tendance de fond, et notamment, c'est peut-être le cas de plus grosses structures, à vouloir plaire à tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de communication corporate et communication RH qui dit, bah voilà, on fait ça, ça, ça et ça. Parfois, ça vaut peut-être plus le coup de parler de son unicité, quelque chose qui est bien à vous. Et donc, du coup, il y a des gens qui vont s'y retrouver. Peut-être que vous aurez moins de candidats. En tout cas, les candidats que vous aurez, eux, ils penseront que ça, c'est un sujet clé et du coup, ils auront envie de venir. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est des gens qui resteront plus longtemps, qui seront plus engagés, plutôt que des gens qui viennent sur une promesse un peu vague, un peu floue, qui pourrait être celle du voisin, et avec qui déjà l'accroche de départ elle va être faible. Ouais, donc être clivant pour faire venir des gens qui nous correspondent, quoi.
Oui, exactement. Et je pense que ça se reflète en fait pas que dans le recrutement, hein, globalement, un peu dans le Qu'est-ce reste que tu dis à ton client quand tu as un retour sur une expérience qui a été très mauvaise de quelqu'un qui est arrivé? Tu lui demandes de changer sa photo de profil ou tu lui demandes de partir? Sur un candidat qui nous fait un retour, Ouais. Il y a des expériences de candidats qui sont mauvaises, et je pense que le sujet, c'est pas trop la photo de l'entreprise. Je pense que déjà, il y a pas mal de cas particuliers. Donc, en plus, le problème aussi fondamental d'une entreprise, c'est que parfois, vous pouvez créer un cadre global qui est extrêmement positif, mais la raison principale des gens qui quittent leur boîte, c'est leur relation avec leur manager. Donc déjà, il y a un cadre global à créer, puis après, il y a des sujets individuels. Donc parfois, c'est aussi assez dur de comprendre la racine du problème. Après, nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de partager ce genre de feedback. Nous, on est là pour apporter cette information-là, pour faire en sorte qu'elle soit le mieux traitée possible, on l'espère. Après, je ne sais pas si on doit être jugé parti non plus, parce qu'il y a plein d'éléments qui qu'on n'a pas forcément, auxquels on n'a pas accès, et auxquels on n'est pas d'ailleurs... on n'est pas non plus inspecteur du travail. Donc, on essaye de voir aussi à peu près quelle est notre position. Ce qui n'est pas évident. Ouais, tu viens de dire sujet parti. Je sais qu'il y a eu un sujet de l'autre côté, savoir si on acceptait tout le monde sur la plateforme ou s'il fallait faire des choix. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je pense on est vraiment. C'est un sujet sur lequel on n'est pas du tout d'accord chez Welcome. Donc, je vous en partage sans avoir de réponse, parce qu'il y a plusieurs lignes du parti, comme on dit. La question, oui, c'était est-ce qu'on doit avoir tout type d'entreprise chez Welcome? Est-ce qu'il y a des critères qui font qu'on a certaines entreprises plutôt que d'autres? Non, mais typiquement, on s'était posé à un moment la question de est-ce qu'on a envie d'avoir des boîtes dans, je sais pas moi, l'armement, des boîtes dans l'industrie du tabac, etc. Et du coup, il y avait des partisans, des détracteurs à ça. Moi, personnellement, au début, j'étais plutôt détracteur. D'ailleurs, je disais que non, en fait, on doit avoir une vision sur ça. Et à la fin, en fait, on a retenu une autre démarche, c'est-à-dire est-ce que en fait ce choix, est-ce que ce choix, il doit être fait à notre niveau ou au niveau du candidat, toi? Est-ce qu'il y a des candidats qui sont très à l'aise de bosser dans cette industrie-là, mais est-ce que c'est nous qui devons les priver de cette visibilité? Est-ce que c'est à nous de le faire? Donc nous, on a fait le choix que non, c'était pas notre rôle, mais que c'était après aux candidats de pouvoir avoir le choix et de choisir et de leur laisser cette faculté, parce qu'en fait, on voit en fait, on a tous des critères qui fait qu'il y a certaines industries dans lesquelles on bosserait pas. Et en fait, ces critères, ils sont assez personnels, quoi. Et on vous l'a reproché ça ou pas? Non, peut-être que vous allez me faire le reproche maintenant, hein, mais j'espère que non. Non, on nous l'a jamais reproché. Je pense qu'il y a pas mal de questions aujourd'hui qui sont sur... pareil, si on est transparent, quel tiers de confiance en fait est Welcome dans le process de recrutement? Et ça, c'est un sujet qui est complexe. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui nous ont souvent dit qu'ils aimeraient qu'on crée un label qui nous permet de poser plus de questions, de rentrer plus en profondeur, d'aller un peu plus loin, pour aussi démontrer la véracité de certaines informations et autres. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a aussi plein de choses qu'on aimerait mettre en place progressivement. Je pense que vous avez peut-être... en tout cas, c'est mon cas, vous avez peut-être tous postulé au moins une fois dans votre vie à un job. Il y a des sujets de fond qui reviennent dans la qualité de ce process. Est-ce que les gens vous répondent? Truc tout bête. En France, 60% des candidatures n'ont pas de réponse. 60%? Voilà. Donc si ça vous arrive, dites-vous que la moyenne est pas terrible. Donc c'est vraiment un cas général. Nous, par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une démarche avec les entreprises pour qu'on rende visible le taux de réponse des boîtes? C'est une incentive à le faire mieux, et comme ça c'est un élément un peu motivant qui marche des deux côtés, etc. Ce genre de choses, je pense que c'est des éléments intéressants. Le truc, c'est que ça prend pas mal de temps à le faire accepter. Si on revient en arrière, en 2015, 99% des boîtes qu'on rencontrait nous disaient qu'elles ne feront jamais de photos de leurs équipes et d'interviews de leurs collaborateurs. Voilà, donc il y a du chemin qui a été parcouru. Encore aujourd'hui, il y a des boîtes qui ne veulent pas que leurs collaborateurs soient interviewés pour parler de leur boîte. C'est la réalité. Donc ça met aussi en perspective ce qu'on peut faire pour améliorer le process. Pour revenir un peu sur notre sujet 0 to 1 aussi, j'aimerais bien dire que tu nous parles un petit peu du processus de levée. Ce qui est d'autant plus intéressant avec toi d'en parler, c'est que tu as été un ancien capital risqueur. Donc tu as été quelqu'un qui a investi dans ces sociétés. Il y a un moment donné où il a fallu que toi, tu te poses la question du financement de ta croissance. Vous avez fait 3 levées de fonds chez Welcome, je crois, un total de 30 millions.
Et j'ai tout particulièrement trouvé intéressant les questions que vous vous êtes posées sur le choix des investisseurs, sur la première levée de fonds particulièrement. Ouais, on a eu cette chance. Déjà, moi, je partais d'un principe que comme j'avais une bonne vision de ce métier avant, ça va être plus facile. Bon, c'était encore une bonne connerie. Nous, en fait, on a un modèle qui est assez particulier, parce que comme on a une grosse dimension contenu chez Welcome, on a un modèle qui est très hybride et du coup qui ne répond pas on va dire, aux standards de marché actuels. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous lancez une boîte demain, je vous invite à faire un truc qui est bien VC compliant, bien SaaS, enfin avec tous les mots qui. Pas lancer un média, quoi. Voilà. Non, du contenu, c'est pas forcément. En tout cas, c'est pas le moyen le plus simple pour lever de l'argent, je dirais. Donc nous, chaque étape, c'était des étapes qui ont été difficiles à franchir. On a eu la chance de les franchir. On voulait le mieux possible le faire avec des gens qui partageaient ça. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les dernières levées de fonds, on a essayé de trouver des gens qui étaient aussi en phase avec les convictions de boîte, avec ce qu'on portait. On a eu la chance de le faire. Surtout en 2019, où en fait, on a fait des gros choix de boîte, notamment en termes d'organisation du travail, puisqu'on est passé à la semaine de 4 jours. Donc, quand vous êtes investisseur, en tout cas en board, on vous dit bon, on va passer la semaine de 4 jours, il faut des gens un peu ouverts d'esprit, quoi. Sinon, ça peut être un sujet assez compliqué. On est passé B Corp en 2019, qui est un label américain, peut-être que certains d'entre vous connaissent, sur des sujets environnementaux, sociétaux, qui, au-delà du label, demandent un peu de temps de travail et un peu d'investissement financier. Voilà, on voulait trouver des gens qui nous, au-delà de l'argent, soient aussi à l'aise d'accepter ça. Ce qui a été le cas, et ce qui est important, parce que ça aussi, je pense que ça participe à l'attractivité de la boîte. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi, quand ils rejoignent une boîte financée par l'externe, se disent est-ce qu'on va pouvoir rester fidèle à ce pour quoi on s'est créé, ce qu'on a envie de faire. Et cette fidélité, elle dépend aussi vachement de ce rapport de force. Voilà, donc je pense que ça a été un élément aussi de réassurance pour nous en tant qu'équipe, pour moi aussi, d'ailleurs personnellement, qu'on puisse continuer ces efforts-là. Le bootstrap aurait été une option pour vous ou pas? Vous aviez de toute façon besoin d'argent pour le développement? Non, le bootstrap, sûrement. Après, la question du bootstrap, c'est est-ce que, en tant qu'équipe, vous êtes capable de le faire? Enfin, je pense que les gens se posent rarement la question comme ça. Moi, je suis pas sûr que je suis très bon avec des moyens super limités. Donc, ça fait... je pense nous, on a un business où on a besoin d'investir en amont, dans une équipe, produire du contenu. Par exemple, en fait, je pense que ce qui n'est pas forcément évident aussi dans notre modèle, c'est que nous, on investit en amont dans notre relation avec l'entreprise. Avant même que vous commenciez à faire quoi que ce soit avec nous, on est venu dans l'entreprise faire du contenu, donc on investit en fait dans cette relation. Donc on a besoin de financer ce capital de démarrage en fait avec nos clients. Donc nous, on avait besoin, et d'ailleurs, entre nous, on en a toujours besoin. Capital humain principalement. C'est combien de personnes aujourd'hui? On est 250 personnes aujourd'hui chez Welcome, et donc l'essentiel de Welcome, en tout cas de nos coûts, c'est l'équipe. Le modèle économique, c'est quoi? C'est un abonnement pour avoir accès, pour pouvoir diffuser sur le média et accès à la plateforme? Exactement, oui. Nous, on a essayé de productiser une industrie qui n'était pas. La marque employeur, c'est très artisanal, c'est des agences de commérage qui venaient faire du contenu chez vous, éventuellement pour ceux qui le pouvaient. Donc nous, on s'est dit, en fait, c'est un sujet tellement critique qu'on aimerait le démocratiser, le permettre en tout cas, rendre ça accessible à toutes les boîtes, quelles qu'elles soient. Et donc, on a transformé ça pour le rendre accessible, pour pouvoir en fait le faire à très grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, on fait à peu près, par exemple, 400-450 tournages par mois en entreprise. Et du coup, c'est un abonnement annuel, tout est compris, avec plusieurs niveaux évidemment, en fonction de vos besoins. Mais voilà, et on a, je pense que la chance aussi qu'on a eue, c'est qu'à une époque où c'était pas forcément si évident que maintenant, on a introduit un modèle SaaS dans une industrie qui était plutôt en mode, une industrie d'audience, ou une industrie un peu à la perf, qui était aussi quelque chose aussi où nos clients comprenaient pas trop au début, mais finalement qui a été un choix, un très bon choix, quoi. Et sur le fait d'être un média, est-ce que ça complexifie aussi le développement à l'international, le fait d'aller ouvrir d'autres pays? Oui, bien sûr. Après, ça dépend aussi de votre business. Mais nous, en fait, on est parti aussi du démarrage qu'on aurait beaucoup de difficultés sur ça, mais qu'on pouvait y répondre. Mais parce que en fait, le travail, c'est très culturel. Je
je pense que vous postulez pas à un job, vous bossez pas de la même manière quand vous êtes en France, que vous êtes en Espagne, en République tchèque, là où on est, aux États-Unis, là où on commence à être. Parce que le contrat de travail, c'est pas le même, parce que la relation, c'est pas la même, etc. Donc on savait dès le début qu'on aurait pas mal d'ajustements à faire et que le média, ça serait aussi, toi, comment dire, en fait, pas le bras armé, mais en tout cas, ça nous permettrait aussi de comprendre ça. C'est un enjeu culturel, du coup, sur... Ouais, qui est très différent. Par exemple, nous, on a eu une courte expérience en Espagne. On a voulu ouvrir l'Espagne en fin 2019. On a fermé 6 mois après, parce que le Covid est arrivé, qu'on ne pouvait plus opérer. En fait, on s'est aperçu au bout d'un mois qu'en Espagne, sans tomber dans les clichés, mais travailler dans une start-up, c'est un peu la loose. C'est complètement en décalage d'ailleurs de sentiments qu'on peut avoir en France, pour plein de raisons culturelles. Aux US, on voit aujourd'hui que la manière dont les gens conçoivent un job dans une boîte, c'est complètement différent de chez nous. D'ailleurs, il y a des trucs qui doivent être mis en avant qui sont complètement différents. Bon, c'est très bateau de dire ça. Et voilà. Et en tout cas, nous, notre contenu, c'est aussi un moyen pour nous de s'assurer qu'on est un peu en phase avec les attentes de nos clients qui ne payent pas, mais ça reste un peu nos clients qui sont les candidats, quoi. Et s'assurer qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Je pense qu'on est dans un sujet où c'est difficile de tout calquer à l'infini. Ouais. Et République tchèque, ça marche bien? Ça va, a priori? Et République tchèque, oui, après ça n'a rien à voir avec, avec nous. Après, je pense que c'est aussi des tailles de pays, de marché complètement différents. Ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que, en tout cas, ça va peut-être à contrario de ce que je viens de dire, mais il y a plein de différences, mais il y a aussi une tendance de fond qu'on retrouve. Pareil, sans tomber dans le cliché, quel que soit le pays, en tout cas sur des professions qualifiées, parce que je pense qu'on a l'humilité de penser que Welcome, on ne couvre pas tout type de job et tout type de profession. Mais en tout cas, sur les professions qualifiées, très qualifiées, il y a une tendance de fond sur des gens qui sont prêts, en tout cas, à quitter leur job pour réfléchir à ce qu'ils aimeraient faire ensuite. Il y a une tendance de fond sur la recherche de sens, trouver de l'intérêt à la fois dans mon job et au niveau de l'entreprise. Ce qui était moins le cas avant, parce qu'avant, il y avait un sujet de sens autour du job, des sujets très, très liés à la rémunération, à la localisation. Maintenant, il y a le sujet de sens au niveau du job, il y a le sujet du sens au niveau de l'entreprise. Et donc ce double niveau, il fait que oui, beaucoup de gens maintenant se posent des questions. Et d'ailleurs, c'est un sujet aujourd'hui qu'on lit tout le temps, en tout cas notamment depuis le Covid. Bon, tu parles de sens, je propose qu'on passe sur la dernière partie, le côté culture entreprise et surtout chez Welcome. Dans les différentes choses que j'ai pu entendre de toi, j'ai bien aimé de ton expérience de capital risqueur, tu disais que quand tu regardais une boîte, tu ne regardais pas tant ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle était. Et du coup, j'aimerais bien que tu me dises qui est Welcome. Oui. Je sais pas. C'est bien ça le problème d'ailleurs parfois. Non, moi c'est vrai que ce qui me fascinait quand je découvrais des boîtes, moi avant c'est vrai que j'avais la chance d'avoir un super métier, je rencontrais plein d'entrepreneurs hyper motivés, hyper passionnants qui me racontaient ce qu'ils faisaient. C'était souvent des meetings où j'essayais au maximum de faire semblant de comprendre tout ce qu'ils disaient. Et je ressortais toujours en disant ah ouais, ce serait super. Mais fondamentalement, ce que je trouvais plus intéressant, c'était le type de boîte derrière qu'ils voulaient construire. Et c'est vrai qu'on y passe un peu de temps, mais c'est... je ne sais pas ce que votre ressenti, mais la plupart des boîtes que je connais, leur raison de succès et d'échec, il est souvent lié à l'interne. C'est la qualité de la relation des gens qui démarrent, c'est la qualité des gens qui les rejoignent, c'est la culture qu'on peut créer ensemble qui te donne envie de bosser ensemble, quoi. Et j'ai rarement vu, en tout cas, des réussites de boîte ou des échecs de boîte où ce sujet il était moins important que d'autres. Je me trompe peut-être. Et en tout cas, les dirigeants les plus inspirants, les plus successful que j'ai eu la chance de rencontrer et passer énormément de temps sur ça, avec des points de vue parfois radicalement différents. D'ailleurs, c'est ce qui me dit qu'en fait, il n'y a vraiment pas de recette magique. Il y a vraiment des boîtes que je rencontrais, je me disais, mais attends, comment ça marche avec cette culture-là? Ça marchait. En tout cas, quand on a lancé Welcome, avec Bertrand, on s'est dit qu'on veut consacrer autant de temps à l'interne et à faire de Welcome un laboratoire RH que le produit en lui-même. Et ça, c'était une conviction qu'on avait qui était assez forte. Je pense qu'elle a été partagée aussi avec d'autres personnes qui nous ont rejoints. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'énergie à développer pas mal de choses. Voilà, quand on a créé Welcome au début, par exemple, aujourd'hui ça paraît con, mais on a mis en place une politique de remote full-time pour les personnes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais c'était des questions qu'on s'est posées
je pense, qui nous ont aidés dans Welcome. C'était en lien avec certains sujets d'autonomie et de demande de résultats basés sur l'outcome plutôt que le temps, je pense, qui sont sains. C'était la semaine de 4 jours, qui est le résultat de pas mal de réflexions qu'on a mis en place là, il y a bientôt 3 ans. Ce sujet de Bicorp, etc. L'actionnariat salarié. Ouais, l'actionnariat salarié, ça c'était aussi une conviction, mais ça pour la peine que moi j'avais avant. Je trouvais que les meilleures boîtes aussi, c'est celles qui avaient la meilleure stratégie de partage de richesse. Donc on a mis en place l'actionnariat salarié à 100% dès le début. Mais ça, je pense que maintenant, pas mal de gens le font, j'espère. Donc en tout cas, tout ça, ouais, c'était des éléments pour nous qui étaient clés. Et parce que en tout cas, moi j'ai le sentiment que rejoindre une boîte pour ce qu'elle produit, mais aussi pour ce qu'elle défend et ce qu'on a envie de défendre avec elle. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, peut-être que certains pensent trop sur ça, mais en tout cas, nous, notre sentiment, c'est que c'est ça aussi qui nous donne envie, quoi. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, moi j'essaye de faire plus de chiffre d'affaires l'année prochaine. Pas pour en faire plus, mais pour rendre pérenne ce que j'ai construit en tant que modèle là. C'est plus, je trouve, motivant qu'un incrément d'ARR ou je ne sais pas quoi. Ouais, et puis il y a une des phrases que je m'étais notée, que j'ai entendue, c'est je veux créer une entreprise dans laquelle on peut se projeter 15 à 20 ans, dans un monde où on a tendance à vouloir beaucoup bouger. Donc on voit la place de l'humain et dans les différents points que tu citais un peu plus tôt sur lesquels vous avez pu être pionnier. Tu parlais de la semaine de 4 jours, il y a un autre truc que je trouve assez génial, je ne sais pas si vous le faites encore, mais c'est que tu payes 2 000 € quelqu'un qui ne finit pas sa période d'essai. C'est ça? Ouais. Si quelqu'un s'en va pendant sa période d'essai, tu lui payes 2 000 €. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? On parlait avec, je ne sais plus avec qui, enfin en tout cas, on avait cette discussion sur le modèle d'incentive en fait de rester dans une boîte et sur la période d'essai. Et en fait, je ne sais plus, j'avais lu une stat sur du coup je ne vais pas vous dire de conneries, mais sur le pourcentage en fait de périodes d'essai qui s'annulent avant la fin, mais qui sont de la responsabilité de l'une ou l'autre partie. Bon, c'est souvent quand même côté entreprise, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre. Et c'est quoi l'incentive vraiment qu'on a envie de donner aux gens si ils ont le sentiment que ça ne le fait pas? Parce que si ça ne le fait pas, est-ce que ça vaut le coup de s'acharner ou pas? Enfin, soyons honnêtes sur cette réalité-là, perdons pas de temps et faisons en sorte que déjà, cette place-là, c'est un job que peut-être d'autres personnes pourraient apprécier et toi, enfin, on pourrait peut-être trouver un meilleur fit. Donc autant pas s'entêter et trouvons une solution. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on peut valoriser la prime de risque. Toi, le risque de quelqu'un de se dire, non, en fait, écoutez, ça m'intéresse pas. Et donc du coup, je fais ces démarches-là. C'est courageux de le faire, hein, plutôt que d'attendre et de faire un truc et puis de valider quelque chose et puis qu'à la fin, ça soit un peu merdique. Je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi, s'il est prêt à partir ou elle est prête à partir pour 2 000 €, c'est qu'elle n'avait pas sa place chez nous? Je serais peut-être pas si catégorique, parce que je pense que la valeur de cet argent elle dépend vachement de la situation personnelle de chacun, donc ça peut être à la fois beaucoup et peu, en fonction des gens. Donc, je sais pas. En tout cas, c'est juste la symbolique, en fait, c'est la démarche. Je pense. Moi, je trouve que c'est valorisant en entreprise des gens qui ont le courage de venir et de dire, écoutez, en ce moment, ça ne le fait pas, je m'y retrouve moins, et donc du coup, je voudrais qu'on trouve une solution. Enfin, moi, je trouve ça rare, je trouve ça difficile, et donc du coup, je trouve ça valorisable. Il y a toute une réflexion, toutes les questions que vous vous posez. Alors déjà, est-ce que c'est en général, ça vient du management, ou est-ce que c'est des équipes qui font remonter des envies de passer la semaine de 4 heures, des envies d'avoir ces primes de 2 000 €, des envies de... Bon, la semaine de 4 heures, on n'y est pas encore, mais... Pardon, 4 jours. Quoi qu'il y a un concept quand même sur la semaine de 4 heures, non? Ouais, il y avait la semaine de 5 heures, je crois. Pour une boîte, c'est pas très bon. Ouais. Après, je serais méfiant sur les titres américains, tu sais, de trucs comme ça, où ils le font pas tout le temps. Non, en l'occurrence, la semaine de 4 jours, c'était plus top-down. C'était une proposition qu'on a faite aux équipes. Et d'ailleurs, on a proposé aux gens de voter. Bon, c'était un vote, on a eu un taux de oui, c'est assez important, évidemment. On a eu 94% de gens qui ont dit oui pour qu'on le fasse. C'est intéressant, les 6%, hein. Parce qu'en fait aussi la semaine de 4 jours sur le papier, c'est vrai que c'est un changement qui est intéressant, qui est très fort, mais ça induit aussi une relation que vous avez à votre propre performance qui n'est pas si évident. Parce que comment en fait on va aller chercher ce qu'on a envie de faire en moins de temps, en fait, et d'ailleurs dans le quotidien, d'ailleurs on a
je connais encore personne qui a rejoint Welcome, qui était la semaine de 4 jours avant, forcément. Mais il y a un petit choc, en fait, hein, parce qu'on se dit, ah, bah, en fait, c'est génial, et en même temps, ça pose quelques questions. Donc c'est vrai que ces trucs-là, on les a plutôt amenés, on l'a proposé, et après, il y a pas mal de choses aussi qui viennent des équipes. Là, par exemple, on avait une politique de remote qui était fonctionnelle, je pense, qui marchait bien. On a 100% de la boîte qui fait du remote. Aujourd'hui, on a 25% des gens qui sont en full remote chez Welcome, donc vraiment full remote. Et on arrive à un moment où, début 2020, en fait, on nous a dit, enfin, toutes les équipes nous ont dit, en fait, le full remote, il faut faire un truc dédié, il faut aller plus loin. D'ailleurs, il faut former les gens à passer ce cap. Parce que c'est pas si évident de bosser dans une boîte tous les jours, et puis après, d'un coup, toi, tu déménages, tu es autre part, tu es seul. Enfin, il y a plein d'enjeux sur tout ça. Donc ça, par exemple, c'est les équipes qui nous ont amené ce truc-là. Elles ont bien fait. 2 mois après, on était confinés, et tout le monde était en full remote. Donc ça, c'était utile. Je pense que c'est un bon mix, en fait. Il y a des initiatives qui, à mon avis, doivent être poussées par les dirigeants pour être mis en place, parce que parfois la logique économique de l'idée, elle n'est pas évidente. Donc il faut que ça soit le sponsor, il faut qu'il soit au maximum. Vous analysez un petit peu les effets de ce genre d'initiative, l'impact? Oui, on essaie de le faire au mieux. Pour la semaine de 4 jours, on avait fait... on était peut-être allé d'ailleurs assez fort. Hein. On avait pris une boîte de conseil qui avait accompagné la boîte pendant 6 mois. On avait fait venir des neuroscientifiques qui avaient suivi les équipes pendant 6 mois en faisant des interviews quali, quanti, etc. En fait, le but, c'était de voir comment... Nous, notre postulat, c'était la semaine de 4 jours, elle va pas avoir d'impact sur la productivité de la boîte, parce qu'on estime que la productivité, c'est pas un truc qu'on doit tout le temps... Enfin, ça monte pas aux arbres à l'infini. En fait, on trouvait qu'on n'était pas si mauvais. Donc, productivité égale, mais par contre, que ça apporte un meilleur équilibre aux équipes. Et donc, on a mesuré tout ça. Et donc, on a mis en place la semaine de 4 jours, je me souviens, en juin 2019. Fin juin, premier mois, on a perdu 20% de productivité de tout. De productivité à tout. On a perdu 20% de chiffre d'affaires sur le mois. Bon, c'était catastrophique, quoi. Et donc, c'est le moment où, d'ailleurs, il faut tenir bon, quoi. Parce que tout merde. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant, quand vous travaillez moins, eh ben, tous les trucs que vous avez mis sous le tapis, ils ressortent d'un coup. Voilà. Bon, les 6 mois, c'était l'horreur. Et petit à petit, on a travaillé pour faire en sorte que ça marchait mieux. Et en fait, à la fin, on a retrouvé le niveau, on va dire, de productivité qu'on avait initialement, qui est difficile à quantifier, mais je pense qu'on avait pas mal d'indicateurs pour ça. Et ce qui était intéressant, je prends juste une minute, hein, parce que je trouve que la logique, elle est intéressante, c'est qu'on voyait un vrai impact sur l'équilibre des gens, parce que, en fait, pour le chemin court, en fait, hein, qu'on a vu, c'est que la semaine de 4 jours, ça vous apporte une meilleure maîtrise de votre temps. Vous avez le sentiment que vous maîtrisez mieux votre temps, que vous avez plus le contrôle, ce qui est rarement le cas. Et quand vous avez plus le contrôle sur votre temps, eh ben, ça améliore significativement l'estime que vous avez de vous-même. Et cette estime, en fait, elle a un impact sur votre travail, elle a un impact dans votre vie perso, elle a un impact sur votre équilibre. Et ça, c'était quantifié, hein, ça se voyait dans les études qu'on fait et aussi dans les suivis des équipes qu'on avait. Voilà. Et ça, c'était un argument qui nous a dit, en fait, on va garder la semaine de 4 jours. On a présenté d'ailleurs ça à notre board. C'était aussi la condition de le valider. Et on l'a maintenu. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse régulièrement l'analyse pour voir si ça se maintient. Bon, on se rapproche beaucoup trop vite de la fin, parce que je crois que je t'ai posé à peine le tiers du quart des questions que je m'étais noté de te poser. Tu as mentionné B Corp tout à l'heure, qui est un sujet qui me parle pas mal. Et j'aimerais bien du coup que tu nous expliques un petit peu d'où est venue cette envie d'aller dans cette démarche-là. B Corp, c'est une certification pour toutes les sociétés engagées d'un point de vue sociétal et environnemental. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Et que tu nous parles un peu de ce process. B Corp, c'est un label qu'on regardait pas mal. Il y a pas mal de gens chez Welcome qui étaient intéressés par ce label. En plus, du coup, je pense que chez Welcome, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette cause, surtout sur la partie écologique. Je pense que la marque préférée d'une partie de l'équipe, c'est la Patagonia. Et donc, bref, ça collait bien déjà à l'esprit de Welcome. Et après, il y a 2 sujets qui nous intéressaient. C'était comment vous vous assurez que vos convictions, elles vivent dans le temps, même si vous n'êtes plus là. C'est quand même une bonne question, surtout pour des boîtes financées en externe. Et donc nous, la réflexion consiste, c'est en fait, on va aller chercher ce label. Ce label, il va justifier un niveau d'exigence qu'on va se porter à nous-mêmes. Et du coup, on va avoir envie de le garder. Et si demain, c'est plus nous, eh ben, les gens qui... parce qu'il faut aussi se projeter parfois.
Peut-être que demain, d'ailleurs, ce sera peut-être pas moi. Mais en tout cas, j'ai envie que nos successeurs, enfin ceux qui s'occuperont de Welcome à terme, ils aient le même niveau d'exigence et qu'ils aient envie de garder ce label. Donc déjà, je trouve que c'est une garantie, c'est une pérennité dans ce qu'on veut faire. Et après, on n'était pas bon sur certains trucs. Et donc, du coup, c'est con, mais le label, il y a un côté hyper pragmatique et chiant. C'est que vous avez des points à gagner, vous faites chaque truc. Et donc, en fait... Tu es obligé de t'améliorer si tu veux avoir... Tu t'améliores à chaque truc, hein, et c'est con, mais en fait, il y a du boulot. Et après, il y a des trucs un peu fondateurs que je trouve importants. Bicorp, par exemple, demande à ce que dans vos statuts d'entreprise, dans l'objet social, ça soit indiqué que votre performance économique est au même niveau d'importance que votre impact social. Ça peut paraître bullshit, mais de le mettre, de l'inscrire, de faire voter nager avec vos actionnaires sur ça, c'est le début de quelque chose. Ils ont été contents, les actionnaires? Oui, ils ont été très contents. Ils le sont d'autant plus que ça marche à côté. Voilà, c'est aussi un tout. Hein. Je pense que performance économique, c'est pas forcément à contrario de l'exigence de ce qu'on se met en tant que boîte. Mais en tout cas, c'est un acte qui est assez intéressant. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que demain, vous allez voir des investisseurs. Ça fait partie en fait de votre package. Et donc, c'est d'autant plus facile de démontrer ça et de vendre l'ensemble. Et je pense que dans le contexte dans lequel on vit, ça a du sens. Bon, écoute, on a fini le timing. Je vais juste me permettre de te poser une dernière petite question sur ce qu'est pour toi l'entreprise idéale. Je pense que c'est un peu le problème, c'est qu'il y en a... Moi, ce que je retiens de Welcome, c'est que vous pouvez construire la meilleure culture, enfin vous pouvez mettre autant d'énergie que vous voulez là-dessus, ça ne sera jamais parfait et il y aura toujours des personnes qui ne se retrouveront pas là-dedans. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher ce sens-là. Moi, en tout cas, l'entreprise idéale pour moi, c'est toujours d'avoir trouvé des gens qui nous ont rejoints et qui me font grandir. En fait, c'est une réponse super égoïste. Moi, l'entreprise idéale pour moi, c'est de bosser avec des gens qui me font grandir et que je trouve intéressant et passionnant. Et d'ailleurs, c'est ce que je recherche. Et d'ailleurs, pour moi, c'est mon moteur de recrutement, qui est un moteur super égoïste, mais en tout cas qui a marché, c'est d'aller chercher des gens qui te créent du challenge, peut-être qui te mettent dans une petite situation d'inconfort, mais cet inconfort, il est d'une certaine manière super agréable. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Si c'est la réponse que tu veux donner, tu as répondu à la question. Ouais, je vais y réfléchir, mais... Pour la prochaine fois. Ouais. Bon, merci beaucoup Jérémy. Merci pour ton feedback. Merci à vous. Tous.